Focus. Gros plan sur des artistes haut alpins. Focus. Bonjour à tous les auditeurs de RCF. Nous sommes dans un nouveau numéro de Focus. Nous recevons Frédéric Mars. Bonjour. Bonjour. Vous avez la chance d'être réalisateur vidéo. Vous présentez des films dans le 05. On en parlera en fin d'émission. Vous avez même créé une association qui s'appelle Joulet. Alors comment vous en êtes venu à créer cet assaut? Disons que depuis déjà pas mal d'années, je faisais des diapositives. Et puis lors d'un voyage, avant le voyage, alors que j'allais faire un trek aux Zanskar, un petit royaume bouddhiste du nord de l'Inde, il m'est venu l'idée de pouvoir filmer ce voyage parce que les diapositives auraient quand même manqué un petit peu d'intérêt vu qu'on allait trouver avant tout des paysages et voir peu de gens. Donc, pour pouvoir faire défiler à la limite l'histoire de notre trek, la caméra s'est imposée à moi. Qu'est-ce que ça veut dire, Joulet? Alors, Joulet, ça veut dire en Zanskarpa, merci, au revoir et bonjour. Donc, comme mes films ont démarré aux Zanskar et que ce petit nom, on l'a entendu, ce petit mot, on l'a entendu pendant 21 jours de trek, quand on a cherché un nom à notre association, Joulet nous est venu presque automatiquement. Joulet, c'est aussi un mot africain. Quand vous allez faire un prochain voyage en Afrique, vous aurez peut-être la deuxième signification. Pourquoi pas, ça serait pas mal. Vous disiez qu'aux Zanskar, vous aviez un trek qui était un petit peu spécial. Le fait de filmer, est-ce que ça a changé un peu votre vision du trek ou votre façon de faire? Est-ce que vous êtes adapté au fait de filmer? Alors oui, ça a quand même beaucoup changé parce que j'allais dire on est obligé un petit peu de s'extérioriser par rapport au trek quand on filme. Alors que les photos, j'allais dire, on peut rester dans la réalité. Le film fait qu'on est quand même obligé d'être spectateur de son propre voyage et de se détacher pour prendre les morceaux, les moments de vie qui pourraient être représentatifs. Et donc on est toujours un petit peu en dehors du voyage et peut-être aussi qu'on rate quelque chose de personnel en voulant filmer. Oui, c'est vrai, il y a toujours cette angoisse de est-ce que j'arrête tout pour filmer ou est-ce que je continue à vivre le moment? C'est tout à fait vrai et il y a même des fois où je découvre des choses en regardant mon film parce que tout compte fait, j'avais l'œil du cadreur mais j'étais complètement extérieur à l'action et donc c'est en regardant mon film que je vois la réalité de l'action, quoi. C'est assez étrange. Ouais. Alors ça nous amène aussi au choix des pays. Qu'est-ce qui vous prédispose pour certains pays? Avant tout, je dois dire que nos voyages sont faits ont des destinations de volcans, volcanologiques. C'est une passion qu'on a. Et puis pourquoi le Zanskar? Parce que le Zanskar, on voulait voir un royaume bouddhiste, on voulait voir un pays bouddhiste, on avait l'idée d'aller au Tibet, mais pour l'instant, le Tibet a perdu un peu son identité bouddhiste et que le Zanskar est protégé par des cols. C'est un royaume bouddhiste du nord de l'Inde qui est protégé par des cols et qui est resté complètement intègre et traditionnel. Vous avez fait quand même pas mal de pays. Il y a eu donc des destinations sur les volcans, que ça soit à Hawaï, que ça soit en Indonésie, que ça soit sur les îles de Vanuatu, anciennement les Nouvelles-Hébrides. Et puis il y a eu quelques pays comme la Namibie qui ont été qui sont sortis du cadre du volcanisme parce que là on voulait voir les déserts, on voulait voir les animaux et voilà. Et on a quand même trouvé un volcan qui était vieux de plusieurs centaines de millions d'années, éteint, sur lequel on est quand même monté le Brucaros. Vous n'avez pas pu vous en empêcher. On n'a pas pu s'en empêcher, ça. Alors, ça amène aussi au choix des sujets de filmage, c'est-à-dire est-ce qu'il y aurait une forme d'éthique? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas filmer? Est-ce que ça se passe toujours bien quand on filme? Des choses qu'on peut pas filmer, moi je dirais que non, il y a rien qu'on ne peut pas filmer, mais par contre après c'est très personnel. Moi c'est vrai que je filmerai pas directement des personnages en les rencontrant et sortir ma caméra, ne pas avoir de contact avec eux et les filmer. C'est pas mon éthique. Moi j'aime bien rencontrer les gens, parler avec eux et puis c'est vrai qu'à un moment quand un lien s'est instauré, je leur demande l'autorisation de filmer et après une fois que j'ai cette autorisation,
c'est vrai que là, j'essaye de me faire le plus petit possible et que dans le temps, je puisse filmer des sujets où ils se rendent pas compte que je suis en train de les filmer. C'est ça le plus intéressant. Ça amène à une ethnie que vous aviez vu en Namibie qui s'appelle les Imba. Vous aviez eu des gens qui changeaient un peu d'avis en cours de route pendant que vous les filmiez. J'ai filmé un groupe de jeunes femmes Imba, très joyeuses toutes, qui ont dansé, qui étaient contentes de notre présence. Et c'est vrai qu'à un moment, et je l'ai découvert après en plus. Je l'ai découvert en voyant mon film que une des filles regardait la caméra de façon un petit peu pas agressive, mais pas forcément très contente que je filme. Comme elle était la seule à avoir cette désapprobation par rapport au film, c'est vrai que sur place, je l'avais pas vu. Est-ce que vous avez pu réaliser, grâce à ces voyages, à vos films, des rêves d'enfance? Ah oui. Alors, mais le truc, c'est que mon rêve d'enfance, c'était le Kilimandjaro. Et que c'est lors de mon voyage au Kilimandjaro que tout compte fait, j'ai découvert le voyage, et ce voyage s'est fait en 93 et c'est en 97 que j'ai sorti la caméra pour la première fois. Donc c'est vrai que mon rêve d'enfance a initié les voyages et le Zanskar, par contre, a initié la réalisation de films. Tout s'est complété. Ah oui, entre les voyages, la rencontre de certaines personnes et qui fait que ce projet a pu se mettre en place, quoi, et que maintenant on espère que ça sera peut-être notre prochaine vie professionnelle sera dans la réalisation et le passage de films dans les salles comme on fait pour l'instant. Ouais. Et qui serait formidable de pouvoir passer à une échelle un peu plus importante, quoi. À une échelle plus importante, j'allais dire, dans le nombre de passages de films, mais je souhaite pas au niveau des spectateurs parce que sincèrement, on a vraiment envie de garder cette intimité de petites salles et puis après ce partage qui serait pas possible dans des très grandes salles, quoi. C'est vrai qu'avec des salles de moyenne importance, vous faites un débat à la fin de chaque film et vous avez quand même pas mal d'échanges avec les spectateurs. C'est tout à fait ça, parce que le premier but de l'association de Joulé est le partage du plaisir du voyage. Ces films font donc une 50aine de minutes et ils sont là pour être le catalyseur d'une discussion, d'un débat après, où nous ne faisons pas que répondre aux questions. Nous invitons vraiment les spectateurs à partager leurs propres expériences de voyage. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et d'enrichissant aussi bien pour les spectateurs que pour nous. Vous avez la chance de pouvoir aller en Bourgogne, dans des petites bourgades où vous avez quasiment 80% du village qui vient voir votre film, quoi. Ah ouais, on a des contrats avec ce qu'on appelle les foyers ruraux d'ailleurs de Bourgogne, et on a le projet d'avoir des contrats avec les foyers ruraux du 04 et peut-être du 13. Mais c'est vrai qu'on passe dans des petites bourgades où les gens sont absolument pas habitués à voir des films et des spectacles et de voir tout compte fait comment vivent les autres ailleurs que leur pays, et de voir les gens qui l'ont vécu. C'est ça aussi qui est important, puisqu'ils peuvent nous poser des questions sur la façon de vivre, la façon de cultiver des gens qu'on a pu rencontrer. C'est vrai que là-bas, ils sont très amusés de voir que des gens cultivent d'une autre façon qu'eux. Ça doit vraiment les intéresser. Ah, tout à fait. Et ils voient quand même que ils sont peut-être privilégiés parce que ici, en France, parce que la façon dont cultive la majorité des gens sur la planète ressemble aux techniques qu'ils utilisaient eux, ou que leurs grands-parents utilisaient eux il y a 100 ans, quoi. Donc c'est vrai que ça leur remet un peu les pendules à l'heure au niveau et des difficultés de la vie paysanne. Les Imba, comment est-ce qu'ils faisaient? Vous avez pu voir comment ils le cultivaient ou... Non, malheureusement, de toute façon, les Imba sont avant tout des éleveurs, donc ils ont leur bétail. C'est pour ça qu'on a le projet de partir une grosse année pour pouvoir justement rester s'imprégner de plus de choses que ce qu'on faisait jusqu'à présent, quoi. Oui, on parlera de votre projet en fin d'émission. C'est un projet sur un an. Qu'est-ce qui vous tient à cœur réellement dans le voyage? C'est de découvrir les gens, de découvrir leur culture, et égoïstement aussi peut-être de me découvrir moi-même à travers ces gens-là, parce que à chaque fois qu'on fait une destination différente, on
on se découvre soi-même, quoi, parce que on découvre des réactions qu'on ne connaissait pas en nous-mêmes. Et puis, bon, c'est toujours quand même hyper enrichissant de contacter et de voir moi, ce qui me touche en particulier dans les voyages, c'est de voir que la totalité des gens sur la planète sont accueillants, gentils et toujours touchants et malgré souvent une vie très dure. Je crois qu'il y a aussi dans le voyage des imprévus, notamment aux Anscars, vous avez eu toute une série de petites choses. Disons qu'après ce trek de 21 jours, on est arrivé sur la route Srinagar-Leh et où on devait prendre le bus et le bus était passé. Donc, comme les bus, il y en a pas toutes les heures comme chez nous, il a fallu qu'on essaye de prendre un de ces nombreux camions qui font la navette qui sont super chargés. Et donc, on est resté une dizaine d'heures à voyager. Et nos porteurs et nos guides étaient sur le toit. Et puis après, arrivé à Leh, on devait faire Leh-Delhi en avion. Et l'hélice du petit avion Twin Otter avait cassé et on a dû prendre le bus et en plus pas d'argent pour prendre notre billet et donc on a dû vendre des affaires à nous, duvet, chaussures pour pouvoir payer notre billet retour au moins jusqu'à Delhi. On va faire une petite pause musicale et on verra en deuxième partie les rencontres que vous ont amené toute cette passion de la réalisation. Bonjour à tous les auditeurs de RCF, nous sommes toujours dans Focus, toujours avec Frédéric Mars. Alors on a vu en première partie un petit peu comment avait démarré votre passion, en quoi consistait votre vision des voyages, de la réalisation. Une des premières rencontres marquantes, c'était quelqu'un qui travaille pour une agence de voyage. Franck Pottet, à l'époque, travaillait pour une agence à Lyon et c'est lui qui m'a aidé à travers son agence de voyage à réaliser mon rêve de jeunesse. C'est donc d'aller sur le Kilimandjaro, alors que dans le voyage, une des destinations était le lac Natron. On a gravi tous les deux un volcan qui s'appelle l'Oldonyolongai en Tanzanie, un volcan tout à fait particulier. Et comme on avait sympathisé avec Franck, il m'a dit si jamais tu mets les pieds sur un volcan, ça sera fini pour toi, tu pourras plus arrêter cette passion. Et malheureusement, ou heureusement, je sais pas, ça a été le cas. Donc il avait bien cerné le profil. Et son agence s'appelle comment? Alors son agence maintenant, l'agence qui nous avait emmenés s'appelait Atalante et maintenant il a créé une agence qui s'appelle Terra Incognita à Lyon et où il y a une éthique tout à fait particulière du voyage avec des professionnels souvent dans des domaines très précis, en ethnologie, en ornithologie, en volcanologie et où les voyages sont très ciblés. Il essaye d'être plutôt transparent, c'est-à-dire qu'il essaye de déranger le moins possible et peut-être aussi de pas, excusez-moi de pouvoir dire ça, mais de pas tomber dans la mode du voyage maintenant équitable qui fait vendre des voyagistes qui sont pas plus équitables que ça, alors que Franck, lui, reste quelqu'un qui respecte vraiment et qui ne fait pas de cinéma, et qui se fait transparent le plus possible dans les voyages. Et avec une approche quand même la plus humanitaire. Ah, tout à fait, ça oui. Alors là, par contre, quand je dis respect, c'est ça, c'est-à-dire que et si il peut amener quelque chose, évidemment, que ce soit au niveau médical, au niveau éducatif, ça il le fait bien sûr, mais il le fait sans trop de publicité. Il le fait de lui-même, C'est pas son but, mais il le fait.
Alors, une deuxième rencontre importante, ça a été celle d'un animateur du 05 qui s'appelle Pascal Schex. Voilà. Alors là, par contre, si Franck a été l'initiateur de nos voyages, Pascal a été l'initiateur de nos passages de films dans les salles, puisqu'il a accepté de prendre le risque de passer notre premier film. Et c'est vrai que ça a été un peu dur au début. Regardez peut-être quand même un peu les 3-4 images de ce qu'on a fait. Et quand on lui a montré notre premier film sur les Oscars, il nous a dit, bon, ben, allez, je fais le pari. Et puis, ça fait 10 ans, et ça fait 10 ans maintenant qu'on en est à notre 8e film et qu'on passe assez souvent dans les salles maintenant. Il a initié un petit peu le démarrage. Il a initié le démarrage starter. Et il a pris un risque, quoi, parce qu'à la limite, il ne nous connaissait ni Neve ni Nadan. Bon, c'est à lui qu'on doit cet élan. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un aussi qui vous a marqué, c'est un malgache qui s'appelle Aurélien. Ça a été notre guide tout le long, un jeune malgache d'une 20aine d'années qui a été notre guide pendant notre voyage à Madagascar qui a duré 2 mois. Donc on est resté pendant 50 jours avec Aurélien. C'est un jeune qui essaye de s'en sortir. Bon, c'est vrai qu'il est peut-être un peu de famille un peu plus aisée que les autres parce que ses parents étaient instituteurs, mais il représente l'espoir de la jeunesse malgache qui essaye vraiment de bouger, de faire des choses intéressantes, et il nous a vraiment beaucoup appris de choses pratiques sur la faune, la flore et tout ça, mais beaucoup appris aussi sur la vie, quoi, parce que c'est bien dans des conditions de vie difficiles de continuer à se battre et à espérer faire quelque chose, quoi. Et en plus, il fait partie d'un groupement de jeunesse chrétienne. Oui, il fait partie d'un mouvement, d'une église, je sais plus exactement. Et alors, bon, pour l'anecdote, et à un moment dans le programme qu'il nous avait fait, il nous a emmenés à l'église. Et c'était magnifique parce que c'était des chants, des chants malgaches ou des gospels. Il nous a emmenés dans des missions où on a vu que, sincèrement, que la vie autour des missions à Madagascar était quand même nettement plus facile que dans les campagnes où aucune mission n'était arrivée encore. Oui, il y a un travail de fond des missions qui se ressent sur le terrain, quoi. Tout à fait, au niveau de l'éducation, au niveau de même de l'agriculture, de l'apprentissage d'une certaine agriculture. Non, c'était flagrant. Alors, une autre rencontre dans un autre pays, c'est un guide quechua qui s'appelle Juan. Voilà, Juan. Alors, Juan, il était assez extraordinaire parce que ça fait partie de ces gens qui vous reçoivent. Donc, il tient un gîte, il est hôtelier, il nous a emmenés sur les montagnes, il est quasiment guide de haute montagne, là-bas. Et, le soir, il nous faisait écouter sa musique, c'était parce qu'il fait partie d'un groupe. Là, il nous montrait les plantes, il avait toutes les casquettes, cet homme-là. Et en plus, avec une modestie, une gentillesse incroyable. C'était vraiment, ça fait partie des rencontres qui sont vraiment touchantes et qui restent dans la mémoire. C'est quel pays Quechua, c'est des Indiens d'Équateur. Une dernière rencontre, c'est quelqu'un qui vous a beaucoup aidé pour la vulcanologie. Jacques Durieux, qui était un grand volcanologue, connu de tous, et qui est décédé malheureusement il y a très peu de temps. On a eu la chance d'assister à une des plus grosses éruptions de l'Etna, et où il était le responsable, tout compte fait, en tant que volcanologue de cette zone, où c'était interdit, et il nous a permis de rester avec lui, de pouvoir faire des images extraordinaires qui sont sur notre film Les volcans, des balades sur les volcans d'Italie. Et c'est vrai que du coup, bon, pour un passionné de volcanologie, pouvoir vivre une éruption à côté de Jacques Durieux, c'est, bon, j'allais dire, c'est le rêve. Ouais, c'est le must. Voilà, c'est le summum, must. Le summum. Exactement. Est-ce que ce film sur les volcans, vous le repasserez? Vous avez prévu de le repasser peut-être l'année prochaine ou... C'est un film, à la limite, qui a une particularité, c'est que il est constamment mis à jour. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va à peu près 2 à 3 fois sur l'Etna par an, et je tourne des images à chaque fois, et donc à chaque fois j'apporte des images, j'en enlève d'autres, mais j'en apporte d'autres, et c'est un film qu'on va
passer assez souvent et des fois dans le même endroit, puisque c'est un film qui est en perpétuel mouvement, comme le sont les volcans d'ailleurs. Bon, c'est le film idéal pour les volcans. Exactement. Alors on va en venir à votre projet qui normalement va démarrer l'année prochaine. Ce serait un projet sur l'Afrique, carrément la Grande Afrique et l'Afrique du Sud. Voilà, écoutez, le projet, notre projet initial, c'était de retourner en Namibie, mais d'y retourner en voiture, donc par la côte ouest de l'Afrique, et on irait bien sûr jusqu'en Afrique du Sud, et de remonter par la côte est de l'Afrique, avec toujours notre fil conducteur, qui sont les volcans, donc aller voir au fil du trajet tous les volcans qui se porteront à notre connaissance. Donc il y aura le mont Cameroun, retourner sur le Nyolongai, bien sûr, un peu comme une revisite. Voilà, une revisite. Un retour aux sources. Voilà, le retour aux sources. Ouais. Et puis, l'Ertale et d'autres volcans comme ça, on va essayer de faire ça. Mais donc, ça, on part pour une petite année. Ça, c'est le minimum pour faire ce voyage. Et essayer de se baigner dans les cultures aussi, Et vous aurez certainement des pays où ça va être difficile de passer à cause des problèmes politiques, non? Certainement. Alors là, nous, on prépare pas trop notre voyage parce que on le fera se donnant le temps. On le fera, on fera un petit peu quand même notre parcours au fil du temps, au fil des manifestations, au fil des activités soit guerrières, soit politiques. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que notre projet initial était d'aller aux Zanskar, et avec les problèmes qui se trouvent au Pakistan et maintenant depuis peu en Iran, alors que la population iranienne et pakistanaise, les populations sont super accueillantes. Mais bon, au niveau politique, l'instabilité a fait qu'on a changé un peu notre fusil d'épaule. Et oui, l'Afrique va peut-être permettre quand même de passer à travers les instabilités, quoi. Voilà, et puis je sais pas, c'est des gens qui me rassurent, voilà, qui me parlent et qui me rassurent, et il y aura quand même moyen de toute façon de faire quelque chose, quoi. On va laisser aux auditeurs le site que vous avez et votre téléphone pour qu'ils puissent suivre les différentes projections que vous passerez sur le 05. Voilà, mon téléphone, parce que le site, je dois dire que je le connais pas par cœur. Alors, mon téléphone, c'est le 04 92 23 04 59, et j'ai aussi un portable, c'est le 06 75 19 49 93. Et le site, aussi on tape sur Google le moteur de recherche Djoulé, on arrive sur nos adresses. C'est le plus simple. Djoulé, ça s'écrit comment? D-J-U-L-E. On arrive au terme de cette émission. Il reste plus qu'à voir les images maintenant. Voilà, et il faut voir les films. Vous êtes conviés à venir voir les films et à trouver justement les dates des films sont en général sur le site de Djoulé. Merci Monsieur Mars de nous avoir entraînés dans vos pérégrinations. Merci à vous. Et à bientôt. Focus. Gros plan sur des artistes haut alpins.